Ça, c'est mieux. Comme ça, on va rien rater. Alors, comme j'ai dit, on aimerait savoir, Mourad, en fait, un ingénieur en sécurité, c'est quoi your day-to-day job? À quoi ça consiste exactement? Qu'est-ce que les tâches journalières? Et la deuxième des choses, s'il y a une personne parmi nous aujourd'hui qui souhaite en fait suivre le cursus et devenir aussi un expert en sécurité ou un consultant ou autre, dans tous les cas, démarrer sa carrière dans la Mhm, sécurité, mhm, quelles sont les options, comment il doit commencer, par où il doit commencer, quelles sont les mhm, formations qu'il faut suivre, les mhm, certifications et autres. Alors mhm. déjà, si tu peux faire une petite introduction, ce que tu fais, Ouais. 2 minutes, et par la suite, bien sûr, tu peux répondre à ça. En fait, on laisse une open discussion, hein. On n'est pas dans une formation en formation. Du coup, Mhm. on aimerait savoir que ça puisse être D'accord. plus interactif, quoi. Oui, parfait. Déjà, Nabil, je tenais à te remercier aussi pour l'opportunité que tu m'as donnée pour pouvoir assister à cette présentation. Comme tu l'as bien souligné, on se connaît depuis un bon moment. J'ai fait le choix à un certain moment de quitter la société où on s'est connu pour aller développer un peu, plutôt voir d'autres perspectives et essayer d'autres choses. Alors effectivement, je me suis orienté dans la cybersécurité. Comme tu l'as aussi si bien dit tout à l'heure, la cybersécurité est devenue un domaine, une pratique très importante dans le monde du digital. Alors, on connaît tous un peu, bien sûr, l'environnement IT et l'importance de l'IT dans le développement des sociétés. Mais on va dire que la pérennité et la sûreté de ce système d'information est aussi primordiale puisque c'est devenu aussi un aspect très critique des entreprises en gros. De ce fait-là, la cybersécurité est devenue très importante et aussi les compétences et les gens qui travaillent dans ce domaine-là. Alors, en gros, mon parcours, je l'ai commencé en tant qu'ingénieur support. Je suis par la suite orienté dans la partie intégration de solutions cybersécurité. Et par la suite, je suis devenu consultant ayant un background technique et aussi un background de sécurité. J'ai pu mélanger les deux pour pouvoir offrir des services dans ce domaine. Alors, mon quotidien, si on peut le décrire assez simplement, c'est le travail d'un ingénieur qui veille à ce que le système d'information puisse être sécurisé, disponible, intègre et aussi assurer la confidentialité des données d'une société. Cela se fait par différentes pratiques et c'est ce que j'ai compté aussi, j'ai prévu dans la présentation que je vais dérouler par la suite pour démontrer quelles sont toutes les pratiques dans le domaine de la cybersécurité qui vont répondre à ce besoin-là. Si je veux bien résumer, mon travail, c'est de commencer la journée à surveiller, à voir les alertes qui remontent, à les analyser, à en décliner des plans d'action, à traiter les vulnérabilités, à répondre aux incidents qui émanent de ces alertes-là, mais également à mettre en place des dispositifs qui vont assurer la sécurité permanente du système d'information. D'accord. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que là, maintenant, je sais que en fait, tu bosses dans une société, je crois que c'est une multinationale aussi. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit? Est-ce que, par exemple, quand tu travailles ton jour, est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que tu reçois des risques? Est-ce que, par exemple, combien de fois, ou c'est pas par an ou par mois, par exemple, ou par exemple, Par entreprise là où jour. tu bosses par jour? OK. Par jour. Ah, on peut donner un chiffre, 2, 3, 4 fois par jour. Qu'est-ce que... Oui. Oui, alors je sais pas, il y a eu peut-être un commentaire, Oui, mais en fait, j'ai s'il vous plaît, les entendu. gars, mettez-vous sur mute, hein. Si vous n'avez pas une question, vous ne voulez pas parler, en fait, mettez-vous sur mute. C'est juste pour ne pas poser Non, de non, pas problème. de souci. Bah, de toute façon, peut-être, je sais pas comment tu prévois la présentation, Nabil, mais peut-être que ce C'est sera ta peut-être. présentation, moi. Fais ce que tu en as envie, hein. Tu Ok, vois. ok. Donc, alors, effectivement, alors, le risque, il est permanent. Les sociétés font toujours face à un risque et le risque, il est toujours là. Le plus la société elle est importante, elle agit peut-être aussi dans un secteur qui est primordial. Je pense peut-être au secteur C'est financier, dans par le exemple. banking, je crois. Enfin, non, Voilà, euh, exactement. Dans le secteur du banking, par exemple, le risque, il est vraiment permanent et existant. De ce fait-là, les alertes, ce que je peux appeler là maintenant d'alerte, on le reçoit chaque jour. Les alertes peuvent être de tout et n'importe quoi. Ils peuvent être aussi autant des actes légitimes, comme ils peuvent être des actes non légitimes, à ce moment-là, des incidents.
Et le principe d'un analyste cybersécurité, c'est d'avoir une veille continue et une surveillance continue, de ne jamais cesser de surveiller, d'où le fait qu'il y a aussi des services de surveillance qui tournent en 24/7, qui analysent un peu les événements qui remontent, les alertes qu'on observe, et qui les qualifient pour en décliner soit la véracité, soit un vrai positif ou un faux positif. Je donne l'exemple. Un simple exemple, c'est les emails de phishing. Les emails de phishing, on en reçoit tout le temps, mais d'une façon alors vraiment permanente. On peut en recevoir jusqu'à une dizaine, voire même une vingtaine par jour. Il y a parfois des vagues, des campagnes qu'on observe durant lesquelles on peut avoir énormément de remontées de mails de phishing. Je pourrais par la suite éventuellement donner vraiment un exemple d'un mail de phishing réel qu'on a eu et qui s'avérait vraiment une vraie menace et à laquelle on a fait face. Oui, alors, merci. Et juste pour le phishing, en fait, je crois que, bon, je sais pas ce que ça fait partie des autres entreprises, mais maintenant, par exemple, chez nous, l'entreprise et le service de sécurité l'envoient d'eux-mêmes des emails et ils font un test pour les employés pour savoir est-ce qu'ils vont se faire avoir, tout simplement. Et, Tout à fait. et voilà, et vous faites ça là où tu bosses, ou en fait, c'est des pratiques qui sont Oui, oui. par... Alors, il s'agit vraiment du pratique qu'on appelle la sensibilisation cyber. Et la sensibilisation, c'est carrément un domaine qui appartient un peu à la gouvernance, à la gestion de risque et de compliance. Et en effet, il y a carrément des dispositifs techniques, c'est des solutions techniques qui permettent de générer des campagnes d'envoi de mails massifs, usurpant ou, on va dire, promettant des choses, se mettant à la place d'un attaquant qui ferait également pareil pour pouvoir induire l'utilisateur en erreur et ainsi de suite le conduire à réaliser des actions qui vont Ouais. conduire à une compromission de son. Repasser la formation en sécurité, tout simplement. Hein, c'est ce qu'on fait chez nous. Et j'avoue que je me suis fait avoir une fois. Hein, Ah oui, et c'est vrai, c'est c'est vrai que normal. l'email ils sont tellement bien faits que Ah oui. parfois, tu vois, ça devient vraiment, vraiment difficile. Hein. C'est ça. Mais Ah, c'est ce très qu'il faut, intéressant. ce qu'il faut savoir, David, c'est que derrière, il y a aussi tout un dispositif. Il y a carrément un dashboard qui établit carrément des statistiques, qui remontent des KPI par rapport à ces compagnies-là. Par exemple, on estime que la surface, le périmètre, la population ciblée est de 1000 personnes, par exemple. Sur ces 1000 personnes qui ont reçu le mail, on peut établir des statistiques. Par exemple, qui ont ouvert le mail, qui ont cliqué sur le Ouais. lien qui se trouve par exemple dans ce mail, qui ont renseigné l'information dans le site web vers lequel ils ont été orientés après avoir cliqué sur le lien, et sur les informations qui ont été renseignées, qui ont renseigné de vraies informations. Et dernièrement, qui ont signalé dès le début le mail comme étant suspect, en le mettant dans le spam, par exemple. Ces D'accord. statistiques permettent d'avoir un dashboard de suivi, de sensibilisation pour connaître un peu le taux de sensibilisation des employés. Et bien sûr, l'objectif derrière tout ça, c'est vraiment d'avoir un taux assez important, assez élevé à ce niveau-là. D'accord. Et ça fait partie de ton day-to-day job ou bien ce que tu fais, elle est complètement Alors, différente? le mien précisément, non. D'accord. Précisément, non. Mais mon day-to-day to job, c'est de voir les remontées des utilisateurs et de voir s'ils ont pu déceler les emails de sensibilisation, on va dire, D'accord. erronés, Je crois que tu à t'as partir de parlé ce d'une mail. démo qu'on va voir. Du coup, bon, moi, je vais pas trop interrompre ta présentation. C'était mes questions. En fait, il y a des trucs que j'aimerais savoir sur ce que tu fais. Maintenant, bien sûr, je te laisse démarrer comme tu veux. Comme j'ai dit, peut-être, voilà, il y a une démo à la fin que tu montres comment ça fonctionne les choses. Oui, Qu'est-ce que tu... alors, une démo Voilà. qui sera un peu orientée analyse d'événements réseau que j'ai choisi un peu pour démontrer, comme tu as dit, le day-to-day, un peu de ce qu'on est amené peut-être à faire, une des choses qu'on est amené à faire. Ok, super. Voilà. Bah, tu veux partager l'écran? J'imagine que tu as une présentation ou un truc. Oui, tout à fait, exactement. Alors, j'ai le droit de partager, donc je partage. Alors, vous me direz si vous arrivez à voir mon écran. Oui, parfaitement. Alors, c'est en mode diaporama, je ne sais pas comment je peux. Là, c'est C'est mieux. sûr. Ouais, c'est bon. Parfait. Parfait. Alors, donc,
Encore une fois, merci. Merci. Et donc, la présentation d'aujourd'hui sera portée un peu sur l'aspect cybersécurité du domaine de l'IT. Et là, j'ai intitulé la présentation de la théorie à la pratique. Alors, pour commencer déjà, le sommaire sur lequel on va, la présentation va se dérouler sous six parties. L'introduction, un petit rappel des notions de base, les domaines de la cybersécurité, la cyber kill chain, la détection et réponse aux incidents et le cas pratique dont a parlé Nabil un instant. Alors déjà, une petite introduction de ma part. Alors, je suis consultant cybersécurité, plus j'ai plus de 10 ans d'expérience dans le domaine. Et les principales thématiques sur lesquelles je travaille, c'est le blue teaming, la sécurité opérationnelle et la sécurité de la donnée. Alors, juste au cas où il y a des personnes qui ne connaissent pas le blue team, ici, la notion de blue team, c'est une notion en cybersécurité pure et dure et donc désigne toute fonction d'un consultant dans le domaine qui assure la sécurité défensive, c'est-à-dire la protection du système d'information. À l'opposé de celle-ci, on a le red team. Et cette pratique-là inclut cette catégorie-là plutôt, elle inclut toutes les pratiques offensives, dont le pen test, par exemple, les tests de pénétration, les bug bounty, et ainsi de suite. On verra Alors, ça un peu quand plus on en parle détail. de défense sécurité, on parle des anges, quoi. Et les attaques, c'est plutôt les devils. Demons, Voilà. exactement. Après, bien évidemment, même du côté Red Team, attaquant, il y a aussi des anges. Et il y a des personnes, on va dire les white hats, pour lesquelles leur job consiste à identifier les vulnérabilités par l'intrusion, par la simulation d'attaques réelles, pour pouvoir déceler des failles, des vulnérabilités, les communiquer par la suite au Blue Team pour que ça soit adressé et rectifié et corrigé. Donc, et parlons toujours de ton parcours. Comment il est le marché d'emploi pour les ingénieurs et les analystes en cybersécurité? Oh, le marché, il est florissant. Le marché, il y a vraiment beaucoup de demandes dans le marché. Alors, le truc est que, il y a également eu à un certain moment peu de formation et donc de ce fait-là, peu de compétences sur le marché pour pouvoir répondre aux besoins qui étaient grandissants. Alors, au début, à l'adoption des systèmes d'information, cette partie-là n'était pas en quelque sorte bien prévue dans le sens où, au moment où c'est devenu important, énorme, où le rôle des systèmes de l'IT est devenu important, on s'est retrouvé avec peu de profils qui peuvent assurer sa sécurité et sa pérennité. Ça veut dire on avait la quantité, mais pas la compétence nécessaire pour sécuriser une société. Ça, la quantité, c'est-à-dire l'usage de l'IT est devenu très important, mais la compétence pour le sécuriser ne l'était pas, n'a pas accompagné ce rythme d'évolution. De Et ce en termes fait-là, de parcours, actuellement, oui, désolé, je t'interromps à chaque fois. Et en parcours, en fait, quelles sont les formations, les certifications les plus importantes pour pouvoir démarrer la carrière en tant qu'analyste cybersecurity? bon, je pense directement aux certifications de base. Alors, il y a la CompTIA Security Plus, par exemple. Il y a la CEH. Alors, la CompTIA Security Plus, c'est plus un cursus de formation globale d'introduction au domaine de la cybersécurité. Après, celui-là, sur la CompTIA, du côté CompTIA, on a d'autres certifications de niveau supérieur. Alors, il y a la CASP, il y a la Pentest Plus aussi. Voilà, il y a ces formations-là qui, on va dire, euh, assurent, forment sur des compétences encore plus pointues et encore plus avancées dans le domaine. Alors, la CEH, par Ouais, contre, est, vas-y. voilà, la CEH, par contre, est une autre formation, une autre certification fournie par le UEC Council, un autre organisme. Et celle-là, il est plus orienté offensive cyber security, penetration testing, ethical hacking et donne lieu par la suite à une évolution vers d'autres certifications, euh, notamment l'OSPF. Non, l'OSPF. J'ai oublié le nom, mais il y a d'autres certifications encore plus avancées Je dans crois ce que domaine. c'est. Oui, je crois que je sais de quoi tu parles exactement. Juste, Ouais. j'aimerais juste, en fait, comme information, là, il faut savoir que Moed, il va présenter toute une formation sur la CompTIA Security Plus. D'accord? Et on va voir, bien sûr, avec son accord,
peut-être vers la session de la fin, on pourrait proposer un gagnant aussi pour cette formation pour assister gratuitement avec Moad et pouvoir assister à la formation qui va durer 4 jours, c'est ça, Moad? C'est une formation de combien de jours? Oui, tout à fait, 4 jours, exactement. voilà, sur ce week-end. Alors, voilà, essayez de nous suivre et vous aurez peut-être la possibilité de gagner une formation avec Moad pendant 4 jours si vous êtes intéressé et surtout que ça va vous préparer pour la certification CompTIA Security Plus. Et c'est une chose, en fait, c'est une certification très, très importante. Moi, je suis certifié en CompTIA Server Plus, Network Plus, CTT Plus pour les formateurs, E-Plus pour les produits clients, mais jamais été. J'ai préparé la Linux Plus, mais je ne suis pas allé jusqu'au passage d'examen et j'ai jamais touché à la Security Plus. Et peut-être que c'est une occasion que je vais assister avec toi aussi pour pouvoir apprendre beaucoup de choses. Pas pour devenir autant qu'analyste, mais c'est des informations très importantes. Il faudra savoir se protéger parce que là, on parle, il y a des entreprises qui payent beaucoup d'argent pour se protéger. Maintenant, la question qui se pose, que nous, qu'on paye 0 dirham ou 0 dollar, est-ce qu'on est vraiment protégé? J'espère que je crois que la réponse est évidemment non. Mais c'est bon, si tu peux donner quelques best practices, peut-être vers la fin, comment on se protège nous en tant qu'utilisateurs Oui, contre, oui, bien sûr. contre ça, ça serait Bah, très la, bien. la protection, effectivement, commence déjà par la sensibilisation. Et la sensibilisation, elle est plutôt unitaire. Elle est adressée vraiment aux utilisateurs finaux. Et de ce fait-là, le plus ces utilisateurs sont sensibilisés, le mieux on protège notre environnement. Parce que, comme tout le monde le dit, le maillon le plus faible dans la sécurité des systèmes d'information, c'est l'humain, c'est l'utilisateur. Exactement, exactement. Ndia, oui, tu peux poser si tu as une question, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tu peux l'écrire ou tu peux parler, c'est comme tu veux, hein. Bon, ou après, c'est comme tu veux. Si tu as une question, tu peux la poser, ou comme tu peux just raise the Après, c'est hand bien ou d'écrire, hand other way. Voilà, forcément, et puis exactement. après, on la verra. Ouais. Alors, vas-y, je te laisse continuer, Ah, Mohamed. parfait. Donc, en introduction, j'ai choisi de mentionner un peu quelques citations de personnes notoires, on va dire, qui font allusion à la sécurité des systèmes d'information. Et là, en l'occurrence, on voit par exemple ici là, une citation d'ancien président des États-Unis, Barack Obama, où il annonce que les menaces cybernétiques sont l'un des défis les plus sérieux en matière de sécurité économique nationale, auxquels nous sommes confrontés en tant que nation. Et là, on fait vraiment rappel un peu à l'importance de cet aspect, notamment pour la sécurité quasiment nationale, du fait que même les infrastructures les plus sensibles des États reposent sur des systèmes IT et de ce fait-là, les attaques cyber peuvent leur nuire énormément. Alors, je fais ici référence, par exemple, à tout ce qui est OT, Operational Technology, à savoir tout ce qui est distribution d'eau, distribution de pétrole, éventuellement même transport, aviation, électricité, énergie, tout ça. C'est vraiment des secteurs qui sont vraiment très critiques pour la sécurité nationale et qui sont de plus en plus, même, à vrai dire de plus en plus, mais ils sont déjà informatisés, digitalisés et sont généralement ciblés également par les cyberattaquants. On le voit très, très bien également dans la guerre russe-Ukraine actuellement, pas mal d'attaques cyber qui ciblent les infrastructures énergétiques et tout, pour faire porter atteinte à ces aspects-là. Mais on l'avait vu aussi énormément de fois dans pas mal d'autres incidents, le plus connu étant le Stuxnet, celui qui avait ciblé les réacteurs nucléaires de l'Iran pour pouvoir porter atteinte à leur programme nucléaire. C'est des attaques cyber qui se sont déroulées de façon vraiment je me permets de dire anecdotiques, mais qui ont à la fin conduit vraiment à atteindre à l'atteinte de la sécurité nationale d'un pays. Je mentionne également ici la citation de Satya Nadella, qui est PDG de Microsoft, où il dit que la cybersécurité est le défi central de l'ère numérique. Je rappelle aussi ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est devenu central, important dans le développement et dans l'adoption de systèmes d'information. Et bien évidemment, d'autres citations ici. Le seul système réellement sécurisé est celui qui est éteint. C'est une citation que j'ai bien aimée puisqu'elle est un peu anecdotique, un peu drôle. Alors, ça veut dire quoi? En gros, c'est que tout système qui n'est pas éteint
enfermé dans un bloc de béton, scellé dans une pièce tapissée de plomb avec des gardes armés et encore avec des doutes, n'est pas sécurisé. De ce fait-là, on en conclut, ce qu'on peut dire ici, c'est que tout système est faillible et l'essentiel, c'est de vraiment avoir un dispositif solide, continu, une surveillance continue pour pouvoir assurer une sécurité d'une façon permanente. En introduction, c'était ça. Alors, pour le rappel des quelques notions de base auxquelles j'ai pensé, et qui sont importantes à mentionner pour n'importe quelle présentation, éventuellement pour introduction dans le domaine de la cyber, peut-être que c'est des notions connues par certains parmi vous, mais c'est important de les rappeler. Alors, j'ai ici marqué CIA. Alors, on ne parle pas de la CIA que tout le monde connaît, mais c'est surtout la CIA de la cybersécurité, les piliers qu'on appelle aussi la triade. Alors, en anglais, la confidentiality, integrity and availability. Alors, en français, on peut traduire ça ici comme on le voit. La confidentialité, c'est la garantie que seules les personnes autorisées ont accès aux données d'un organisme et assurer la protection des informations contre les accès non autorisés. Alors, c'est le premier pilier et c'est un des fondements sur lequel on se base pour assurer la sécurité. Le deuxième étant l'intégrité. Et qu'est-ce que l'intégrité? C'est le fait d'assurer que les données ne soient ni altérées ni modifiées de manière non autorisée. Ça veut dire s'assurer que un tel fichier qu'on a sur un système d'information ne soit pas modifié à notre insu sans avoir connaissance de cela. Et c'est là où on assure vraiment l'intégrité de notre système d'information. Et la disponibilité, enfin, c'est tout système d'information ne sert à rien s'il n'est pas disponible, hautement disponible et en place pour pouvoir répondre aux services pour lesquels il est mis en place. Et de ce fait-là, voilà, un des principaux rôles aussi, c'est d'assurer la disponibilité et éviter les interruptions causées notamment par des attaques dont on entend très souvent récemment, les DDoS, les Distributed Denial of Service. Et c'est un des types d'attaques les plus répandamment connus et aussi les plus difficilement remédiables, auxquels on peut difficilement répondre. Voilà. Alors, pour les piliers qui sont une introduction assez intéressante et importante, on passe au domaine de la cybersécurité. Et là, j'ai souhaité un peu souligner toutes les pratiques, tout, on va dire, les métiers qu'on est éventuellement amené à faire et peut-être les chapeaux qu'on est amené à porter en étant un consultant ou un ingénieur cybersécurité. Alors, on commence par la sécurité des réseaux. Un élément très connu, très répandu, qu'on connaît tous, et c'est principalement assurer l'administration de tout ce qui est équipement de sécurité réseau, notamment les firewalls, les IDS, IPS, les VPN, et également assurer la segmentation réseau. La segmentation réseau est une notion un peu logique, mais qui est déclinée et assurée par tous les autres dispositifs que je viens de mentionner à l'instant et qui est notamment aussi un aspect très important dans la pratique. En gros, tout réseau qu'on appelle à plat, c'est-à-dire dans lequel tous les actifs peuvent se joindre l'un et l'autre sans qu'il y ait des restrictions du cloisonnement, n'est pas un réseau sécurisé. De ce Ah, fait-là, les VLAN, quoi. les VLAN, tout à fait exactement. Alors, ces VLAN, c'est une notion, on va dire, de niveau 2, de couche 2, qui est assurée par des équipements réseau standards comme les switches. Par contre, le filtrage entre les VLAN est toujours assuré par des équipements de couche supérieure, dont notamment les pare-feux. Et à ce moment-là, l'administration de ces équipements devient très critique dans la sécurisation du réseau. Et je pense notamment à ce qu'on appelle dans notre pratique les ouvertures de flux, c'est-à-dire que d'un réseau, d'un VLAN à un autre, on doit s'assurer que tous les flux qui passent soient connus, identifiés, sécurisés. C'est-à-dire qu'on ne va pas ouvrir un flux non autorisé d'un réseau à un autre sans qu'il soit autorisé par l'équipe sécurité, sans qu'il soit approuvé d'un point de vue sécurité. Voilà, alors c'est pour cette pratique-là que très certainement beaucoup de gens connaissent, c'est en quelque sorte les bases et les fondements, et historiquement aussi la pratique
qui a, durant les années peut-être fin 90 et 2000, euh, constitué la grande partie de la sécurité des systèmes d'information. Il y a également la sécurité des systèmes et des endpoints. Alors, à droite de celle-ci, il y a la sécurité des systèmes et des endpoints. Alors, quand on dit endpoint, on parle principalement de tout ce qui est appareil terminal. Ici, on parle des ordinateurs, des serveurs, des téléphones mobiles, principalement. Et donc, c'est quoi cette sécurisation? C'est le fait de les sécuriser contre tout ce qui est logiciel malveillant et les autres menaces qui les ciblent. Là, on parle principalement des solutions antivirus, des EDR, et la pratique de la mise à jour et l'application des mises à jour et des correctifs pour remédier aux vulnérabilités connues sur ces systèmes et ces équipements terminaux. Alors, l'antivirus, tout le monde le connaît, c'est carrément quasiment une solution qu'on a tous, même sur nos téléphones ou même sur nos ordinateurs personnels à la maison. Mais les solutions EDR, c'est des solutions un peu plus récentes qui ont vu le jour à peu près au début des années 2010 et qui sont considérées comme étant l'évolution des solutions antivirus. L'EDR, qui tient pour le Endpoint Detection and Response, est une solution de sécurisation des postes terminaux avancée qui ne va pas opérer de la même façon que l'antivirus, mais qui va aller au-delà de ça par la détection des menaces d'une façon dynamique et à base de comportements des utilisateurs et des services qui tournent sur les machines. Alors, au moment où les antivirus dans le passé avaient une méthode assez simple pour identifier une menace, qui est l'analyse du disque et la comparaison des hashes, des signatures des fichiers avec leur base de signatures qu'ils téléchargent d'une façon continue, là, le DR, il va au-delà de ça et il va surveiller tout ce qui se passe sur les ordinateurs pour derrière déceler des comportements qui relèvent d'une anomalie ou d'une menace ou d'une compromission qui est en train de se faire sur l'ordinateur. Et donc, agir en conséquence et bloquer. D'où l'acronyme Endpoint Detection, la détection et la réponse. La réponse, c'est l'agissement, c'est le blocage, c'est la sécurisation. C'est devenu vraiment primordial dans des environnements importants et assez énormes parce que l'antivirus à lui seul n'est plus capable vraiment d'assurer une sécurité avancée. On ne va pas dire absolue puisqu'il n'y a jamais de sécurité absolue. Voilà, alors de ce côté-là, il y a cette pratique. Et ensuite, la sécurité des... Avant, je crois que si c'est une question, je crois. Oui, bien sûr. Oui, oui, bonsoir. Oui, bien sûr. Bon, moi, ma question concerne un peu juste la question d'ouverture de flux entre deux réseaux. Excusez-moi, je suis un peu confus euh, à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand on n'autorise pas les flux entre deux VLAN, par exemple, est-ce à dire que c'est le routage on n'autorise pas le routage entre les VLAN, les deux VLAN, par exemple, ou bien il y a un équipement particulier qui interdit les flux entre les deux VLAN. Parfait. C'est ma question, en fait. Ok, ok, bien, bien compris, merci pour la question. Alors, en gros, alors, vous avez parlé de routage. Alors, le routage est une fonction purement réseau et qui est en quelque sorte un prérequis pour la communication entre les réseaux. Et ça, on n'en parle vraiment pas d'un point de vue sécurité, c'est quelque chose de primordial qu'on doit déjà assurer. Et c'est généralement aux équipes réseau de l'assurer pour pouvoir assurer une communication. Par contre, ce routage-là ne veut pas dire que tous les flux devront passer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre un VLAN DMZ, alors par exemple, là, je fais allusion à une notion connue dans les réseaux qui est la DMZ. Et c'est quoi DMZ? C'est une zone démilitarisée qui est généralement la zone qui est exposée vers l'extérieur, vers Internet, par exemple, et où on met des serveurs qui, par exemple, offrent des services de sites web, d'applications accessibles par les utilisateurs externes et tout. Et entre cette DMZ-là et le réseau interne, là où se trouvent nos ordinateurs, les utilisateurs, peut-être des serveurs qui hébergent des données critiques,
il ne doit pas y avoir un passage de flux transparent. On doit vraiment s'assurer que les flux qui passent entre les deux soient très bien maîtrisés. Je donne l'exemple. On a un administrateur dans le réseau utilisateur qui aura besoin éventuellement d'aller administrer le serveur web qui dessert l'application web de la société. À ce moment-là, quels sont les flux qui lui seront nécessaires pour pouvoir aller faire l'administration sur ce serveur-là? Ça sera très certainement du RDP, des 8.8.4.3.5, 5.3 plutôt, 3.5, et peut-être du flux web, du 80 ou du 4.4.3, même si du 80 n'est pas non plus très bien sécurisé, et autre chose. On peut par exemple aussi supposer que le serveur qui se trouve dans la DMZ a besoin de faire appel au service d'annuaire sur un Active Directory ou autre. Je donne juste un exemple ici, un peu banal. À ce moment-là, on doit faire une ouverture de flux entre la DMZ et le réseau interne pour autoriser les flux nécessaires pour cette fonction bien précise. On ne doit jamais être dans des flux permissifs parce qu'à ce moment-là, le risque auquel on fait face, c'est quoi? C'est qu'il y ait compromission d'un actif qui se trouve dans cette zone qui est exposée à Internet, puisqu'elle est vraiment à risque, même si bien sûr on se doit de la sécuriser, on met les moyens pour cela, mais elle est encore plus à risque que le réseau interne. De ce fait-là, s'il y a compromission sur cette zone, la latéralisation, chose qu'on va voir par la suite dans notre cas pratique, la latéralisation, c'est-à-dire la propagation vers le réseau interne, devient extrêmement facile sans la mise en place de cette segmentation réseau qui est très primordiale pour la sécurisation. Est-ce que ça répond à la question? Je crois que c'est très Oui, clair. oui, c'est vraiment bien expliqué. Mais vraiment, merci. Parfait, tant mieux. Alors, passons maintenant à la partie sécurité des applications qui se trouve très à droite, dans le coin haut à droite du slide. Alors, quand on parle de sécurité des applications, c'est quoi? C'est principalement la protection des logiciels et des applications contre les vulnérabilités et les attaques. En gros, ici, on parle de développement sécurisé. C'est-à-dire, les organismes disposent généralement aussi d'entités internes qui font du développement d'applications éventuellement qui vont être amenées à répondre à des besoins clients, à des besoins internes et autres. De ce fait-là, ce développement doit se faire de la façon la plus sécurisée qui soit. On sait très bien aussi que les applications peuvent présenter des vulnérabilités dans leur développement. Un simple exemple, ici, c'est mentionné, la protection contre les attaques OWASP. Alors, OWASP, c'est quoi? C'est une sorte de framework, de standard qui liste les 10 vulnérabilités réseau les plus connues, les plus exploitées et auxquelles on devrait vraiment faire attention dans les développements de nos applications. Je mentionne par exemple la plus connue, la plus répandue, c'est SQL Injection, par exemple. Alors, l'SQL Injection, ça consiste à, juste dans un formulaire d'une application, à écrire des chaînes de caractères bien précises, des requêtes bien précises, qui vont derrière amener à l'application à se comporter d'une façon anormale. Par exemple, laisser l'utilisateur se connecter sans même présenter de mot de passe valide. Exemple. Ou bien extraire de l'information de la base de données de l'application derrière qui est carrément inaccessible par un utilisateur lambda. De ce fait-là, le développement doit se faire d'une façon sécurisée. C'est là où on a aussi introduit la notion de développement sécurisé, le DevSecOps. Il y a également la pratique des tests d'intrusion. Alors, c'est quoi en gros? C'est les penetration testing, les pen tests qui vont s'opérer sur les applications avant qu'ils soient publiés pour s'assurer qu'ils ne souffrent pas de vulnérabilité exploitable comme ça d'une façon applicative. Et il y a également les Web Application Firewall. Et quand on dit ça, c'est les WAF, ça, c'est l'acronyme WAF. C'est quoi? C'est l'équivalent des firewalls réseau dont on a parlé au début. Sauf que là, c'est des firewalls qui sont vraiment orientés application. C'est des dispositifs, carrément, des boîtiers, des équipements réseau qu'on met en place et par lesquels on fait passer le flux le flux d'accès web vers ces applications-là pour
pour qu'ils soient analysés, inspectés, et ça permet d'identifier des attaques ciblant l'application et de pouvoir les bloquer. Donc, c'est aussi une tâche très importante et une maîtrise très intéressante, à savoir que les compétences qui maîtrisent ce genre de solutions, les WAF, sont vraiment très demandées et éventuellement vraiment des compétences pointues parce qu'ils se doivent d'avoir des notions de développement, connaissance des attaques de type web pour pouvoir bien configurer les règles au niveau de ce dispositif-là et pouvoir vraiment le mettre à bon usage. Voilà pour la partie sécurité des applications. Il y a également la sécurité des données. Donc, on peut voir à gauche, au milieu. Et là, c'est quoi? Principalement, c'est un des aspects très importants aussi parce que euh, qu'est-ce qu'on cherche réellement à sécuriser aussi dans un organisme? C'est principalement les données que détient cet organisme-là. Et les données peuvent avoir différentes sensibilités, c'est-à-dire différentes criticités. Il y aura des données éventuellement publiques qui peuvent être communiquées publiquement sans aucune restriction, mais il y a également des données très critiques, très sensibles, secrets même, qui ne doivent jamais être accessibles en dehors de l'organisme, voire même en dehors d'une certaine entité bien précise au sein de l'organisme lui-même. C'est là où on a des notions de ce qu'on appelle de tagging, étiquetage des données qui vont d'une façon standard du C0 jusqu'au C3 par exemple. Alors C0 étant les moins sensibles, c'est-à-dire les publics, et les C3 étant les données secrètes. À ce moment, quels sont les mécanismes et les dispositifs qu'on met en place pour assurer la sécurité des données? C'est le chiffrement principalement. Le chiffrement se fait par le biais de protocoles de chiffrement des données en mouvement, mais aussi de chiffrement des données au repos. Alors, quand on dit au repos, c'est quoi? C'est des données qui sont stockées dans des serveurs, dans des postes de travail ou autres. Les données en mouvement, c'est les données qui circulent, qui communiquent, qui sont transmises par des protocoles de communication, le web en l'occurrence le plus connu. Et c'est aussi des solutions qu'on met en place pour chiffrer ces éléments-là. Je fais référence éventuellement ici au chiffrement des postes de travail, le plus simple. Et je ne sais pas si vous l'utilisez à votre niveau, mais il y a le plus connu, BitLocker par exemple, qui est une solution de chiffrement proposée par Microsoft, intégrée dans Windows carrément. Elle permet notamment de chiffrer le disque dur des postes de travail des ordinateurs pour qu'ils ne soient pas accessibles tant qu'on n'a pas saisi un code PIN, un code secret connu par l'utilisateur seul. Bon, même si on prend après un disque dur qui est chiffré avec BitLocker, si on le prend, on le branche sur notre poste de travail, il ne pourra pas être exploité et il ne pourra pas être accessible. Il y a également le DLP, alors le Data Loss Prevention. Alors, c'est quoi principalement? C'est des solutions enterprise orientées prévention contre la fuite de données. En gros, si on veut résumer, c'est une solution qu'on met en place dans nos réseaux qui va inspecter tout le trafic, qu'il soit stocké, qu'il soit en mouvement. Il inspecte les données plutôt, pas le trafic, les données en mouvement ou au repos, stockées et autres, et identifier des fuites ou on va dire, des accès non autorisés éventuels. Et derrière, remonter des alertes. Ces alertes, c'est également un de mes quotidiens aussi, qu'on inspecte, que j'inspecte au quotidien pour voir s'il y a vraiment accès à des données non légitimes par des personnes qui ne doivent pas y avoir accès, ou bien s'il y a exfiltration, c'est-à-dire euh, envoi d'une donnée sensible vers l'extérieur du réseau de la société, de l'organisme pour lequel je travaille. Cette solution, elle est assez robuste, assez costaud dans le sens où, à vrai dire, pour pouvoir la mettre en pratique, il faut au minimum éventuellement une dizaine de serveurs et une solution orientée pour pouvoir l'assurer. Alors, vient aussi des pratiques, pas des solutions, mais des pratiques comme la gestion des droits d'accès et la sauvegarde sécurisée aussi, qui sont notamment partie prenante dans cette sécurité des données pour prévenir aussi leurs pertes et leurs modifications.
Passons là maintenant à la partie gestion des identités et des accès. Et c'est également une pratique peu connue, peu répandue du fait qu'elle est assez costaud aussi, dans le sens où on doit s'assurer avec un dispositif technique que les utilisateurs soient bien authentifiés et aient les privilèges dont ils ont nécessairement besoin durant tout le cycle de vie de leur existence au sein d'un organisme, depuis leur intégration par les systèmes RH, par exemple, jusqu'à éventuellement leur changement de grade ou de poste ou de job, ou peut-être même d'équipe, jusqu'à éventuellement qu'il ait quitté l'organisme pour lequel il travaille. Donc, la gestion du cycle de vie d'une identité se fait par le biais de solutions très dédiées et ces solutions assurent également la sécurité de leur compte, leur mot de passe, la complexité, mais également assurent le rôle de MFA, alors le Multifactor Authenticator, qui est très important, devenu vraiment très important aussi récemment parce que seul un mot de passe n'est plus suffisant pour sécuriser un accès et un compte. On repose également sur un deuxième facteur d'authentification d'un utilisateur. Et là, on peut éventuellement faire allusion à, par exemple, les OTP, les One-Time Passwords qui sont générés par des soft tokens ou bien par des tokens qu'on met à disposition aux utilisateurs pour qu'ils le saisissent au moment de leur authentification. Comme ça, on est vraiment dans une pratique de sécurisation d'accès robuste à travers de la MFA aussi. On demande maintenant aussi téléphone, email, on Tout reçoit à fait. maintenant. Ouais. Exactement. Alors la MFA peut se faire par différentes façons, dont notamment le mail aussi, mais également par d'autres critères comme l'empreinte. Alors du fait que les téléphones mobiles ont incorporé, ont commencé à imbriquer un peu cette partie empreinte, lecture d'empreinte. Il y a des logiciels qu'on peut installer sur les téléphones mobiles qui, au moment d'un accès, demande sur le téléphone de l'utilisateur à donner l'empreinte et de ce fait-là, à faire authentifier l'utilisateur d'une façon assez efficace. Sur Outlook, par exemple, sur mon téléphone là, Outlook Travail, on demande une reconnaissance faciale Ah oui, plus carrément, simple oui, aussi. exactement. Il y a Ouais. aussi la reconnaissance faciale. Et de plus en plus, on voit vraiment des méthodes assez innovantes. Après, vient aussi le défi de l'expérience utilisateur. Il faut savoir aussi que dans un organisme, on n'adresse pas que des gens techniques ou qui connaissent l'IT. C'est généralement aussi des gens qui ne sont pas dans le domaine, peut-être même des VIP, qui peut-être ne doivent avoir des accès assez faciles et efficaces. Et de ce fait-là, l'expérience utilisateur compte énormément dans le choix des méthodes qu'on adopte. On doit nécessairement adopter une solution qui ne soit pas complexe, mais qui ne soit pas non plus très permissive et très peu sécurisée pour notre système d'information. Ok, donc passons cette partie identité et accès et on arrive à la partie sécurité cloud. Aussi, un domaine très en essor actuellement, en large demande, mais aussi au Maroc principalement où l'on connaît aussi une évolution et des perspectives de développement des infrastructures cloud qui va très certainement devenir aussi très importante dans le futur. Mais alors là, c'est quoi aussi? C'est également le même paradigme qu'on avait vécu avec les systèmes IT traditionnels et SI traditionnels dans les 30 années passées. Et on est en train de vivre la même chose avec la partie cloud. Et du fait que les organismes migrent de plus en plus vers des infrastructures cloud, on cherche aussi à sécuriser ces infrastructures-là. Car pourquoi on le définit comme une pratique à part? Car le domaine du cloud présente des spécificités et des caractéristiques qui ne sont pas les mêmes qu'un environnement classique et standard. Et de ce fait-là, euh, ça nécessite principalement des connaissances sur les environnements cloud publics, à savoir AWS, Azure et Google Cloud, des connaissances sur les dispositifs et les solutions techniques que ces infrastructures-là offrent pour la sécurité de l'environnement, et également des connaissances et une maîtrise sur la partie chiffrement des données. Un des défis principaux qu'on a avec le cloud, c'est que on repose sur des infrastructures qui ne sont pas les nôtres. On,
on offre des données, on donne accès à nos données certainement à des personnes ou à des organismes qui ne sont pas les nôtres et qui n'appartiennent pas à notre organisme. Et de ce fait-là, c'est des défis aussi de souveraineté, d'intégrité, de confidentialité de la donnée. Et la maîtrise du chiffrement est très importante pour vraiment adresser cette problématique-là. Et je trouve que c'est vraiment un domaine très intéressant et sur lequel peut-être il y aura de quoi faire les prochaines années. Surtout aussi qu'il y a des certifications qui sont très orientées sécurité cloud. Alors, je, je mentionne notamment la CSK, aussi également des certifications de l'IC Square, un organisme assez important qui délivre la CISSP, qui est une certification parmi les plus prestigieuses dans le domaine, mais également une autre qui est orientée sécurité cloud, qui est la CCSP. Donc, Juste, pardon, je mentionne qu'on aura une session cloud, dédiée cloud. Je ne sais pas si on peut rajouter, en fait, si on peut parler un petit peu côté sécurité cloud avec Lokman. Ça doit se faire dans les prochains jours. Je crois que ça va se faire le dimanche, juste pour l'audience, s'ils souhaitent assister à une session cloud DevOps. Qui va être animée aussi par notre ami Lokman, comme je dis. Sinon, là, on a aussi des questions. Alors, une première question par Mouda. Est-ce que vous pouvez donner des exemples sur le chiffrement et la protection des données qui migrent entre le cloud et les data centers on-prime et oui, vice-versa? Hein, quand on chiffre, voilà, le chiffrement entre data center, cloud, je crois que la question elle est claire. Et une deuxième question, je donne les questions, comme ça tu peux les répondre oui. sur les deux. Alors, pensez-vous pas qu'aujourd'hui, chaque entreprise devrait avoir un SOC actif? On a toujours de nouvelles exploits. CVE, les CVE, qui Mhm. apparaissent chaque jour, ce qui Oui. rend une sécurité absolue impossible. Et bien sûr, on a une troisième question de Cissé. Je crois que tu peux parler ou tu peux l'écrire si tu veux. Oui, allô, moi j'ai juste deux questions. Juste deux Alors, questions. la première question, est-ce qu'il ne faut pas prendre en compte la sauvegarde comme pratique et domaine de compétences aussi dans la sécurité des SI? Ça, c'est la première question, la sauvegarde. Je La crois qu'il est deuxième déjà question, mentionné sur sécurité des données, Cissé. Effectivement, mais c'est une non, j'ai parlé de la question. sauvegarde. Mhm. Oui, 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 c'est une bonne question. Oui, je Oui, comprends parfaitement où d'accord. vous voulez en venir. OK. Et la deuxième? La deuxième, bon, n'ayant pas vu, j'ai pas fait attention au dernier point qui concerne la gouvernance et risque conformité, j'allais demander peut-être un conseil. Qu'est-ce que vous conseillez pour quelqu'un qui veut faire une certification entre les normes, les normes telles que la 27001 et puis celui qui veut faire CompTIA On Sécurité? n'est pas encore arrivé là, Cissé, hein. Pour la gouvernance, Oui. les risques et conformités, ça va venir. Il n'a pas encore parlé du sujet. D'accord? Du coup, je crois que la question, Mais voilà, On la note question, on ça. en prend la question, hein, on Voilà, prend on la prend et question. Voilà, et je réponds une fois on arrive. voilà, je reprends la réponse une fois arrivé à cette section. OK. Merci, Donc, Cissé. pour commencer déjà, la première question concernant Chiffrement entre data center chiffrement, on-prime et cloud. en plein et cloud. Alors, effectivement, c'est très important dans le sens où déjà, une migration vers une infrastructure cloud doit suivre une certaine démarche et une étude préalable. Carrément, c'est tout un programme qui doit se faire au sein d'un organisme pour organiser cette migration, pour la cadrer, pour la sécuriser aussi et pour assurer la transition également. Alors, comme vous l'avez dit, je pense, dans l'exemple, dans la question que vous avez posée, vous parlez d'une infrastructure cloud, d'une infrastructure hybride. Alors, le type hybride implique qu'on a une partie dans le cloud et une partie on-prem. OK? Alors, il y a également d'autres types d'infrastructures, comme je l'ai mentionné ici. Bon, alors, public et privé, ce n'est pas le cas, mais l'hybride et le full cloud ou bien le full on-prem, c'est les différentes catégories, en gros, de ce qu'on peut observer comme infrastructure, type d'infrastructure. Alors, pour le chiffrement, euh, le, le moyen, on va dire, le plus adapté et abordable, c'est l'adoption de solutions orientées chiffrement et qui permettent de sécuriser la transition de données entre les deux. Il faut savoir déjà que ça commence par une bonne étude de l'architecture.
mise en place de vraiment des composantes de part et d'autre pour assurer une sorte de réplication de transfert de données sécurisé, mais également aussi la DLP, ce qu'on a mentionné dans la sécurité des données, est un aspect très important. Car même en ayant une infrastructure cloud, on, on peut ne pas être d'accord sur le fait de mettre tout dans le cloud. Et à ce moment-là, on fait face à deux choix. Soit on fait confiance à nos utilisateurs et on leur dit tout simplement qu'il ne faut pas mettre ce genre de données dans le cloud. Et ça, c'est une pratique qui est impossible pour moi. Et la deuxième étant la pratique qu'il faut adopter, c'est de mettre en place les contre-mesures, les dispositifs permettant de bloquer tout transfert de données non autorisées vers le cloud et d'assurer le chiffrement du transfert de données nécessitant le chiffrement pour qu'il soit stocké dans le cloud. Il y a des solutions orientées qui peuvent assurer cela, notamment ce que j'ai mentionné ici, le CASB, le Cloud Access Security Broker. Alors, les CASB, c'est également des solutions qui sont, on va dire, plein essor, de plus en plus adoptées par les organismes qui migrent vers le cloud, qui constituent quasiment une nécessité, car ils permettent d'avoir du reporting, de savoir quel est le taux d'usage des plateformes cloud, parce que derrière, l'usage du cloud peut aussi s'avérer onéreux, car ça dépend du taux d'usage et de pas mal d'autres éléments derrière qui génèrent de la facturation auprès de l'organisme. Et donc, il y a aussi l'aspect sécurité qu'assure cette solution-là, le CASB, notamment par le fait, par exemple, d'identifier les données qui sont en transit, en migration vers le cloud, et dès identification de données sensibles, assurer le chiffrement avec des clés définies par l'organisme lui-même et à disposition de l'organisme même, avant qu'il ne soit transféré et déposé au niveau du cloud. De ce fait-là, on peut supposer, éventuellement, je dis bien supposer parce qu'il n'y a jamais de sécurité absolue, qu'avec ça, au moins, on assure une sécurité optimale de nos données qui vont vers le cloud. Il y a également toute une panoplie de solutions que les fournisseurs cloud offrent en souscrivant à leur offre et qui permettent d'assurer également ces aspects, c'est que chiffrement des données. Alors, le chiffrement, en gros, si on veut vraiment parler de chiffrement, on parle de clés de chiffrement. Ils peuvent être symétriques ou asymétriques. Alors, je parle un peu, je dérive un peu du sujet, mais en gros, l'organisme, le fournisseur cloud n'est jamais garant de cela. Par contre, c'est l'organisme opte pour le service cloud qui doit assurer la pérennité de ces données quand ils sont chiffrés et assurer aussi la sécurité des clés qui permettent le déchiffrement de leurs données. C'est quasiment un aspect très important et pour lequel aussi il y a toute une panoplie de solutions qui peuvent permettre de l'assurer. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. C'est En très tout détaillé cas, même comme réponse, je crois. Euh, parfait. oui, juste pour ne pas trop dérailler sur le temps. Voilà. Voilà, il y a une autre question qui est le SOC actif. Alors, le stock actif, je préfère le laisser jusqu'à une autre partie. Je vais y arriver parce que c'est une section que je souhaite parcourir dans le détail. Ok. Même pour DI, je crois la question que tu poses, c'est après avoir vu tout, on peut dire sur le tableau quelle est la partie la plus importante à suivre, même si pour moi, je crois que chaque partie est Chaque partie est importante et importante. si on délaisse une partie, c'est que vous n'êtes pas bien protégé, tout simplement. Exactement, exactement. Alors, si l'importance est du point de vue, on va dire, carrière, si c'est ça la question, pour moi, il y a en effet, il y a des pratiques plus promettantes que d'autres du fait qu'ils sont en plein essor et peut-être que les compétences dans ces pratiques-là sont moins importantes. Je ne prétends pas non plus connaître complètement le marché, mais comme j'ai déjà évoqué, la sécurité cloud, la sécurité des infrastructures critiques que je vais évoquer là maintenant, et la partie offensive et test d'intrusion, c'est des domaines assez prometteurs. Et également une autre partie que je vais évoquer dans le prochain slide. Alors, passons rapidement sur les autres parties qu'on a là. Alors, la sécurité des infrastructures critiques.
Et là, on parle de ce que j'avais évoqué dans l'introduction. Alors, tout ce qui est operational technology, on parle ici de infrastructure vitale. Alors, tout ce qui est, comme déjà évoqué dans l'introduction, énergie, transport, et ainsi de suite. C'est des infrastructures qui sont informatisées et pour lesquelles le risque vraiment est assez important parce qu'on parle non pas de juste porter atteinte à des données, mais porter atteinte à des vies humaines carrément. Euh, Simple exemple, on peut supposer par exemple que la gestion des trains dans un système ferroviaire d'un certain pays se fait dorénavant par des systèmes d'information. Et donc, de ce fait-là, même le changement entre les rails et ainsi de suite, je donne juste l'exemple un peu banal, se font par des systèmes informatisés. Ces systèmes doivent être quasiment sécurisés d'une façon la plus importante possible, car une intrusion ou peut-être une compromission peut derrière générer un accident ferroviaire. Je donne un exemple, mais j'en passe carrément, même les infrastructures d'assainissement d'eau, l'énergie, la santé aussi, même les équipements de santé qui parfois permettent de maintenir en vie des gens sont aussi informatisés. Et le fait de compromettre peut quasiment être un moyen par la suite d'effectuer carrément des actes un peu assez dangereux, on va dire. Voilà, alors la cybersécurité offensive et tests d'intrusion. Là, on parle de ce que j'avais évoqué au début, le red teaming. C'est quoi? C'est les personnes qui ont des pratiques de ethical hacking, qui sont des hackers, mais éthiques, en gros, euh, qui mettent à profit leurs compétences pour pouvoir déceler des vulnérabilités. Alors, les vulnérabilités peuvent impacter tout et n'importe quoi. Tout système où il y a du code et de où il est informatisé peut présenter une vulnérabilité. Et pour pouvoir découvrir ces vulnérabilités-là, les personnes et les gens qui font cette pratique ont les connaissances nécessaires et doivent avoir les compétences nécessaires pour pouvoir les déceler. Et même au sein de cette pratique-là, il y a énormément énormément de déclinaisons, énormément de spécialités que je n'ai malheureusement pas le temps de détailler, mais qui éventuellement s'y intéressent les gens. Je pense que sur Internet, on peut vraiment trouver assez d'informations pour déjà au moins avoir une idée sur les différentes pratiques qu'on peut avoir ici. Et la gouvernance risque et conformité. Et là, on parle vraiment d'un aspect, en gros, que moi, personnellement, je ne qualifie pas d'un aspect technique, mais qui nécessite quand même des connaissances techniques pour pouvoir être assez efficace et aussi pertinent dans ce qu'on fait. Et là, on parle principalement d'une pratique qui consiste à la mise en place de politiques sécurité, la rédaction de procédures et de politiques, mais aussi à l'assurance du respect des réglementations et des normes et des standards. Alors, quand on parle de normes et standards, la plus connue et ce qu'on connaît le plus, c'est l'ISO 27001 dans le domaine de la cybersécurité, et aussi sa déclinaison un peu plus pratique, la 27002 qui notamment est aussi une certification que toute personne voulant aller dans cette pratique-là peut opter pour. Et je reviens à la question qui a été posée tout à l'heure dans cette partie-là. Alors, si ma mémoire est bonne, la question était quelles sont les certifications, c'est ça? La partie Exactement. La gouvernance. question des CICE, voilà, quelles sont les certifications qu'on peut avoir qui sont intéressantes pour une bonne gouvernance? Voilà, voilà. Bon, alors, je l'ai déjà dit, l'ISO 27001. Alors, juste en introduction, l'ISO 27001, c'est quoi? C'est une norme internationale qui est déclinée par un organisme LOSI et qui, on va dire, donne les bonnes pratiques à adopter au sein d'un système d'information pour assurer la sécurité et le management de la sécurité du système d'information. En gros, c'est plusieurs articles qu'on se doit de respecter pour pouvoir répondre à cette norme-là. Et donc, de ce fait-là, être aussi certifié ISO 27001. Être certifié ISO 27001 peut s'appliquer à un organisme, comme ça peut s'appliquer aussi à des personnes.
Alors, les personnes peuvent être soit des personnes habilitées à implémenter la norme dans un organisme, et là, on parle de la variante ISO 27001 LI, le Lead Implementer, comme ils peuvent être aussi des personnes certifiées ISO 27001 LA, Lead Auditor. Et donc, ces personnes-là, c'est les personnes qui peuvent auditer un organisme pour voir sa conformité à cette norme. C'est ces deux certifications que je recommanderais très clairement et bien sûr d'une façon assez évidente comme un prérequis nécessaire pour être un consultant cybersécurité en gouvernance et risque et conformité. Bien évidemment, il y a aussi d'autres pratiques et notions dans cet aspect-là qui sont d'autres normes, dont notamment le NIST. Le NIST, c'est plutôt américain, une norme plutôt CISA, déclinaison américaine, mais qui est largement adoptée dans le monde entier. L'analyse de risque, qui est aussi une pratique assez importante, même en relation avec le 27001. Des normes assez connues en Europe, par exemple le RGPD, le PCI DSS, qui est un standard propre aux organismes qui gèrent les cartes bancaires, principalement les banques, et l'audit de conformité, c'est-à-dire c'est juste la pratique de pouvoir auditer un système d'information et de pouvoir derrière décliner des rapports d'audit pour pouvoir par la suite les soumettre et les restituer. Voilà en gros pour ces pratiques-là qu'on a là. Je pense que on peut passer à le slide suivant et qui représente la dernière pratique et celle sur laquelle je vais porter le focus sur le reste de la présentation qu'on a. Alors, la sécurité opérationnelle et réponse aux incidents. Donc, qui est également, on va dire, mon quotidien et la pratique que j'effectue. Et on peut considérer aussi cette pratique-là comme étant celle vers laquelle convergent toutes les autres qu'on vient de voir. C'est-à-dire que au centre de toutes ces pratiques-là, on a un organisme, une entité, une équipe qui consolide tous les outputs émis par les autres pratiques pour pouvoir en décliner des plans d'action, appliquer des correctifs, des remédiations et faire de l'amélioration continue. Et là, on parle notamment de ce qu'on appelle le SOC et tout ce qui tourne autour du SOC. Le SOC, c'est l'acronyme pour Security Operations Center, comme on peut le voir ici. Et l'outil de prédilection et éventuellement le plus connu, même voire quand on utilise le plus souvent dans un SOC, c'est le CIEM, le Security Information and Event Management. Une pratique également qui fait partie du SOC, c'est le CSIRT, le Computer Security Incident Response Team. Alors, c'est généralement quelques personnes au sein du SOC qui ont la capacité à répondre aux incidents cybersécurité. Et c'est aussi le cas pratique qu'on va voir à la fin de notre présentation, un cas de réponse à un incident d'investigation numérique et de forensics aussi. C'est des pratiques assez intéressantes. Je reviens aussi au domaine peut-être en essor et qui sont très demandés dans la cybersécurité. Il y a ça aussi. C'est vraiment quelque chose très demandé qui pour moi, nécessite un background très important dans la partie infrastructure. C'est-à-dire avoir fait du réseau ou de l'administration système ou même du développement conduisent, voilà, ou donnent vraiment un background assez intéressant aux gens qui voudront faire par la suite de la réponse aux incidents ou bien du SOC analyst pour être le plus efficace, euh, le plus compétent possible, on va dire. Et le threat intelligence, c'est la dernière brique qui constitue un peu les pratiques du SOC et c'est de la sécurité opérationnelle. Et c'est quoi? Alors, la threat intelligence, c'est le renseignement sur la menace, c'est le fait d'être averti et d'avoir une veille sur la menace qui plane et, on va dire, cible notre organisme. De ce fait-là, on a une visibilité sur les acteurs malveillants, des groupes d'attaquants, des campagnes actuelles qui peuvent cibler notre organisme
des malwares récemment développés et qui se propagent par des campagnes éventuellement de phishing, des campagnes de phishing, des domaines malicieux, des indicateurs de compromission, énormément de choses qui constituent pas mal d'informations qui nous permettent de, bien sûr, détecter des potentielles intrusions ou incidents et de pouvoir y remédier le plus rapidement possible. Voilà. Alors, on a vu un peu le côté défensif, le côté sécurité, ce que nous faisons pour sécuriser les organismes. Mais par contre, de l'autre côté aussi, les attaquants, les acteurs malveillants, les gens qui cherchent à porter atteinte à notre système d'information ou à porter atteinte à nos finances, parce que derrière, ils veulent nous soustraire de l'argent ou éventuellement déclencher des ransomware pour nous faire du chantage avec, comment est-ce qu'ils opèrent? J'ai voulu présenter rapidement ce qu'on appelle la Cyber Kill Chain, qui est une notion et un modèle qui décrit les étapes d'une cyberattaque. Alors, ce modèle-là, il est inspiré d'un concept militaire à la base et il permet d'analyser et de contrôler les cybermenaces. Alors, analyser et contrer plutôt les cybermenaces par le biais de l'identification des différentes phases d'une attaque. Alors là, on parle surtout d'attaques ciblées, mais ce n'est pas le cas généralement de tous les organismes. On peut éventuellement ne pas être ciblé par une attaque, mais être dans le chemin ou éventuellement être, on va dire, compromis par un malware qui a été initialement développé pour cibler un autre organisme aussi. Et de ce fait-là, on peut, par exemple, une compromission d'un système d'information peut intervenir au milieu de cette kill chain-là qu'on voit devant nous. Rapidement, pour vous la présenter, la kill chain est constituée de ces étapes qu'on voit ici. Premièrement, ce qu'on appelle le recon. Alors, le recon, c'est quoi? C'est la reconnaissance et c'est principalement la pratique des acteurs malveillants qui consiste à identifier les informations concernant leur cible. Et ces informations ne sont pas nécessairement confidentielles ou secrètes. C'est des informations qu'on peut trouver facilement sur Internet ou même sur des outils spécialisés qui font du scan réseau, du scan Internet carrément, Google et tout. C'est ce qu'on appelle aussi l'OSINT. Alors, je vous propose éventuellement de prendre note pour les gens qui ne connaissent pas le terme, mais c'est très important. L'OSINT, O-S-I-N-T, c'est le Open Source Intelligence Information. Et c'est principalement trouver pour un organisme quelles sont ses adresses IP externes sur lesquelles il expose ses interfaces exposées, connaître son organisme, connaître son organigramme, connaître les noms de ses VIP, ses dirigeants par exemple, connaître les adresses mail, ou même juste le format de leur adresse mail, qui derrière, on peut identifier une adresse mail d'une personne juste avec une recherche sur LinkedIn en connaissant son nom et prénom et ainsi de suite. Permettre de constituer vraiment toute l'information nécessaire pour permettre par la suite la deuxième phase qui est la weaponization, l'armement, si on veut traduire ça en français. Et c'est quoi? C'est le fait de développer des choses spécifiques permettant de compromettre l'organisme. Et là, on parle de développer par exemple un cheval de Troie, un malware, un ransomware ou autre, plutôt un ransomware, mais plutôt un malware, on va dire, qui éventuellement, pour lequel éventuellement notre organisme ciblé est vulnérable. Parce qu'on aura, par la phase recon, identifié une vulnérabilité aussi, et on voudra l'exploiter par un malware qu'on va transmettre à cet organisme-là. La transmission va se faire dans la phase delivery, qu'on voit ici. Et la delivery, c'est quoi? C'est ce qu'on a développé dans la phase de weaponization, le transmettre et le faire entrer dans l'organisme. C'est quoi alors généralement? C'est principalement le phishing dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi des équipements, des devices de stockage USB amovibles peut-être qu'on donne à un utilisateur mal sensibilisé ou peut-être même avec des intentions malicieuses à faire brancher, à brancher à l'intérieur de l'organisme. Et puis voilà, s'assurer que on transmet le, un malware ou un cheval de Troie ou autre à l'intérieur pour faire ce qu'on appelle, pour assurer ce qu'on appelle un accès initial.
une première intrusion, un patient zéro qui nous donnera, nous ouvrira la porte pour l'organisme, pour le système d'information de l'organisme. Et c'est l'étape d'exploitation. Une fois que ce malware-là est délivré, transmis et exécuté, permet de réaliser des actions, d'exploiter des vulnérabilités et conduire à l'étape de l'installation qui est généralement ce qu'on appelle aussi la persistance. Une fois exécuté, l'attaquant ne cherchera pas à se limiter juste à ce patient zéro-là, à ce premier ordinateur qu'il aura compromis, parce que c'est pas très nécessairement un utilisateur avec des accès ou des privilèges assez élevés, ou même avec des données assez critiques qui, une fois exfiltrées, vont permettre à l'attaquant de monétiser, on va dire, de rembourser un peu l'effort qu'il aura effectué au préalable dans le cadre de cette attaque-là. Alors, la persistance, c'est d'assurer que même si cet utilisateur éteint son ordinateur, le branche ou le débranche dans un autre réseau ou autre, qu'il garde la main sur cet ordinateur et qu'il garde l'intrusion sur celui-ci pour ainsi se permettre d'être appelé, on va dire, euh, vraiment compromis et conduire à l'avant-dernière étape qui est le command and control, c'est-à-dire avoir le contrôle complet sur cette machine-là. Et avoir le contrôle complet sur cette machine veut dire aussi élever les privilèges, avoir des privilèges encore plus élevés en exploitant des vulnérabilités, scanner l'entourage, identifier le réseau interne, comment il est constitué. Je reviens un peu à la notion de segmentation dont j'ai parlé au tout début. Et c'est là où elle est vraiment intéressante parce que dans ce cas-là où un attaquant arrive à cette étape de command and control, il n'aura plus de limites, il n'aura plus de frein. Il pourra scanner tout le réseau, pourra identifier toutes les vulnérabilités à l'intérieur du réseau parce qu'on est quasiment sûr et certain qu'on n'est pas à l'abri d'une vulnérabilité et pouvoir par la suite derrière faire ce qu'on appelle la latéralisation, les mouvements latéraux, aller d'une machine à une autre, pivoter et compromettre d'autres machines, gagner l'accès sur des machines encore plus importantes, des serveurs éventuellement, assurer le command and control sur plus qu'une machine, des centaines, des milliers, voire tout le parc, et ensuite avoir le privilège de choisir ce qu'on souhaite de faire, ce qu'il souhaite plutôt de faire lui, l'attaquant, soit exfiltrer d'informations pour pouvoir après la vendre sur Internet, exfiltrer l'information pour pouvoir faire du chantage à l'organisme pour ne pas la divulguer, voire même faire lancer un ransomware, chiffrer les données et derrière demander une rançon pour qu'elle soit déchiffrée. Et c'est les actions on objectives. La dernière étape qu'on voit ici devant nous, c'est agir, c'est faire des actions qui vont derrière causer des dégâts. Voilà, alors, le fait de comprendre un peu tout cet enchaînement-là nous permet aussi d'adopter les moyens de sécurité nécessaires pour sécuriser un système d'information. Sur chacune de ces étapes, on suppose qu'on a des pratiques, des outils technologiques et aussi on va dire, des dispositifs qu'on met en place pour se prémunir du risque qu'on a sur chacune de ces phases. Donc, c'est juste une notion un peu logique à présenter importante. Je vous invite tous à vous renseigner à ce propos-là. Il s'agit ici d'un modèle, le premier qui a été identifié, mais il y en a d'autres sur encore plus d'étapes qui sont encore plus détaillées, plus éparpillées. Notamment, je peux vous inviter à consulter le MITRE ATT&CK, qui est un framework très très important et qui présente énormément de détails dans les tactiques et techniques utilisées par les attaquants. Alors, le SOC, le Security Operations Center, repose sur trois piliers principaux. Et là, j'ai souhaité reprendre cette image-là parce que je reviens sur le slide précédent. L'image qu'on voit ici devant nous, c'est représentatif de ce que c'est qu'un SOC. Et le SOC, la première chose qu'on pense quand on dit, c'est une salle pleine d'écrans, avec des gens avec aussi des écrans devant eux. Et aussi, voilà différentes visualisations qui permettent d'assurer la surveillance continue. Un SOC, c'est un dispositif qui repose sur trois piliers.
qui sont les process, le people et la technologie. En gros, le process, c'est l'aspect organisationnel qui régit le fonctionnement de tous ces dispositifs-là. Alors, c'est la stratégie de surveillance, la définition de ce qu'on appelle les use cases, c'est-à-dire les scénarios de détection et également de réponse, qu'on voit à la fin, et la procédure d'escalade. Cela amène aussi à ce que voilà, ce process soit mis en pratique par des personnes, et c'est les people. Et ces people, c'est les gens qui travaillent au sein du SOC, comme on peut le voir dans l'image, et qui aussi sont organisés selon leur rôle et selon leur niveau. Alors, on trouve au tout début les analystes SOC qui vont assurer la surveillance continue. C'est aussi une pratique généralement d'onboarding, d'introduction dans le SOC et aussi des jobs, des rôles qui assurent des travails en 24/7, 365 jours par an. Donc, c'est de la surveillance vraiment continue et qui sont organisés en différents niveaux, le un et le 2 et le 3 étant, voilà, le un les analystes, les personnes qui assurent la surveillance des alertes, qui la remontent après qualification au niveau 2 qui va faire de la réponse initiale, mais également par la suite au niveau 3 s'il s'avère que c'est une vraie alerte, un vrai incident, pour en rentrer en mode réponse à incident. Les threat hunters aussi, les ingénieurs de production et la formation continue sont des aspects très importants de, de partie people. Pour ne pas trop s'attarder là-dessus, je passe à la partie technologie, qui est le socle technologique aussi, parce que ces people et process vont avoir besoin d'un socle technologique, de solutions, d'outillage qu'ils vont mettre en pratique un peu et réaliser les actions qu'ils ont à faire. On parle ici notamment de SIEM, EDR, XDR et SOAR. Je vous propose à tous de vous renseigner vraiment à ce propos-là. Bien sûr, il y aura très certainement des gens qui ont des notions, peut-être qui sont même dans le domaine. Mais voilà, pour les gens qui n'ont pas, c'est vraiment des mots-clés, des choses sur lesquelles je vous invite à vous renseigner. Le quotidien d'un analyste cybersécurité, comme déjà évoqué au début, c'est la qualification des alertes, c'est l'enrichissement, la transformation des alertes en incidents, l'investigation, la remédiation, l'escalade, la rédaction des rapports, Rédaction. voilà, et l'amélioration continue. On arrive maintenant au cas pratique. Et je ne sais pas si on peut bien commencer ce cas-là, Nabil, ou est-ce qu'il y a Oui, éventuellement on des est même en questions retard parce ou que là, il on est faut en savoir retard. qu'il y a des personnes, pour décalage horaire, il y a des personnes qui ont maintenant minuit 30, il y a des personnes qui ont Oui, d'accord. 1 heure du matin Donc, 30, oui. Alors, oui, on enchaîne rapidement, je vais directement. passer sur ça. Ouais. Voilà, parfait. Alors, pour le cas pratique, j'ai choisi un peu de reprendre un cas que j'ai pu trouver sur un site internet, mais que j'ai trouvé intéressant et qu'on rencontre très souvent aussi en pratique au quotidien. Alors, l'usage, il s'agit ici d'une alerte qui a été remontée par notre système de détection d'intrusion, l'IDS. Alors, l'IDS, c'est un dispositif aussi, c'est un boîtier, c'est une solution sécurité qui permet, par l'inspection du trafic réseau, tout le trafic de l'organisme, de détecter des compromissions, des anomalies, des attaques qui se passent, qui sont en cours et qui permettent de remonter des alertes. Ce dispositif, dans notre exemple ici, nous a signalé une activité suspecte de mouvement latéral impliquant PSExec. On va voir après ce que c'est que PSExec. Cela indique un accès non autorisé potentiel et une propagation au sein du réseau. Alors, en tant qu'analyste SOC, notre mission est d'examiner le fichier de PCAP. Alors, le fichier PCAP, une copie du trafic réseau qui est fourni par l'IDS et qui, tout simplement, reprend le trafic réseau et le met dans un fichier pour que nous puissions, nous, en tant que SOC analyste, l'inspecter et l'analyser. Et c'est ce qu'on va faire dans notre cas pratique après. Alors, ce PCAP fournit afin de retracer les activités de l'attaquant. Alors, il faut identifier son point d'entrée, les machines ciblées, l'étendue de la compromission, ainsi que les indicateurs clés révélant ces tactiques et objectifs au sein de l'environnement compromis. Alors, PSExec, pour juste définition, pour les gens qui ne connaissent pas, il s'agit d'un sysinterface. C'est quoi? C'est un exécutable natif et légitime de Windows qui a été développé par Windows, mis à disposition des administrateurs
pour leur permettre d'assurer des actions, des tâches administratives, notamment le lancement de process et de commandes à distance sur des ordinateurs Windows. Il est largement utilisé par les admin systèmes, mais également par les hackers après une intrusion réussie. Et c'est là vraiment le problème. C'est ce qui en fait un élément très primordial, important à surveiller. Quand il y a une alerte qui remonte PSExec, il ne faut surtout pas la prendre à la légère. Alors, le fonctionnement de PSExec, principalement l'administrateur ici qu'on voit sur l'ordinateur administrateur, à travers du SMB, du protocole SMB, se connecte sur un ordinateur distant et à travers un partage réseau admin dollar et transfère un exécutable qui s'appelle psexec svc.exe. Et cet ordinateur-là, avec du RPC DICOM, lance l'exécutable qui est transféré et exécute des commandes introduites par l'administrateur. Et avec du SMB, on a des retours de résultats d'exécution vers l'ordinateur de l'administrateur, ce qui permet de faire absolument tout. Donc, Mhm. la compromission et l'usage de PSExec peut carrément permettre à un attaquant qui aurait compromis une machine initiale d'aller compromettre une autre par la suite. C'est ce qu'on appelle la latéralisation. Alors, en gros, je vais reprendre ici le backup. Ce que je vous partage ici, c'est l'application, c'est le logiciel Wireshark. Alors qu'il n'est pas partagé par contre là, je reprends le partage, excusez-moi. Dites-moi si vous arrivez à le voir. Et Oui. donc là, c'est le fichier PCAP qui nous a été transmis et qui contient tout le trafic réseau. Et parmi ce trafic réseau-là, on peut voir, identifier des anomalies et c'est ce qui nous permettra d'identifier la compromission. En gros, dans le fonctionnement de PSExec, on a vu que c'est principalement du SMB. Donc, à travers du hashtag, je vais filtrer sur vraiment du trafic SMB uniquement. Ce qu'on voit ici sur hashtag, qui est quand même un outil assez intéressant, complexe, intéressant et peut-être utilisé aussi par les admins réseau. L'usage ainsi peut s'avérer très utile. On peut filtrer chacune des lignes qui constituent une communication, un paquet ou une trame réseau. Et sur un certain type de protocole-là, l'SMBv1, plutôt l'SMBv2, on peut voir qu'il y a énormément de trafic, ce qui y est quasiment en relation avec l'UPS exec. On peut voir ici la connexion à un partage réseau, l'IPC dollar. Avant cela, préalablement, une authentification par un compte SSL. Et après, une connexion à un partage aussi admin dollar qui correspond au fonctionnement natif et légitime de PSExec. Par contre, l'IPC dollar n'est pas non plus quelque chose de connu, c'est quelque chose de plutôt modifié parce que le PSExec, c'est aussi un exécutable pour lequel on peut modifier son comportement, on peut se connecter sur des répertoires différents, ainsi de suite. Alors, quelles sont les questions auxquelles on doit apporter des réponses dans notre cas pratique? Quel est le patient zéro? C'est-à-dire quelle est la première machine qui a été compromise éventuellement et à partir de laquelle il y a eu du PSExec de lancé? Je vais à travers PS, plutôt euh, Wireshark, Bon, identifié. c'est quoi comme outil qu'on est en train de faire pour analyser les paquets? À Wireshark. Ouais, chaque, ok. Voilà, alors je mets déjà le help ici. Où est-ce qu'il est? About. Voilà. Ah, c'est bon, je crois que tout le monde doit en connaître. Voilà, Hein. tout le monde le connaît, Ouais. bien sûr, juste pour information. Et voilà, ça permet vraiment d'avoir le détail près de toutes les communications, carrément, qui sont collectées. Donc, ici, je vais aller sur les statistiques et dans la conversation, identifier quelles sont les parties prenantes un peu de ces échanges SMB. Et là, on peut voir qu'il y en a trois en tout. Alors, une machine qui a l'adresse IP qui se termine par 130, une autre par 131 et une autre par 133. Et on peut voir que le trafic entre ces deux machines, 130 et 133, est le plus important en termes de taille. Donc, on part déjà de ce principe-là, du fait que voilà, il y a la 130 qui est impliquée dans les deux cas et qui est très certainement aussi la machine compromise. Donc, derrière, on peut déduire que c'est la 130 qui est la machine initialement compromise et qui cible la 133 en montant un partage réseau IPC et en se connectant aussi avec un compte SSL. On peut voir par la suite aussi un comportement ressemblant à ce qu'on avait décrit tout à l'heure, PSExec.
il transfère un exécutable qui s'appelle PS-exe SVC et l'exécute sur la machine distante. Alors, on peut voir ici ce qu'on a vraiment décrit comme comportement également. Euh, Par la suite, le comportement, le hostname, on doit identifier quel est le hostname de la machine compromise. Alors ici, on peut voir l'SMB. Dans le détail du SMB, on peut avoir cette information-là, notamment le nom de la machine qui est le HRPC, ce qu'on peut voir ici, notamment. Donc, on répond déjà à la deuxième question aussi. Le mode opératoire de l'attaquant, quand utilisé pour la déterrorisation, on peut, à travers l'analyse de ces événements-là aussi, identifier un certain compte qui a été utilisé. Et donc, en allant sur alors le flow, où est-ce que c'est? Excusez-moi. Alors, le TCP, alors, j'ai carrément Le flow graph? l'analyse plutôt, l'analyse follow et le TCP stream. Là, on peut bien le voir. Il est en train d'analyser un peu tous les trafics, tous les paquets TCP qui sont présents dans le fichier, de reconstituer un peu ces échanges-là pour ensuite nous donner quelques informations. On peut voir qu'il y a ici référence à un sales PC, qui est notamment notre machine qui est ciblée par le PS exec depuis la machine initialement compromise. Donc, on peut dire que c'est la machine qui a été ciblée par la suite, mais après, en allant sur des séquences supérieures, la 26 en l'occurrence, on peut voir voilà, que voilà l'adresse IP en 133, le PCCL, pas mal d'informations qui peuvent indiquer aussi la compromission, le chemin de compromission de l'attaquant. Donc, j'essaie vraiment de passer rapidement. Connaissant qu'il s'agit de PS exec, alors j'ai mis quelques questions sur la présentation auxquelles il faut répondre dans le cadre de notre analyse. On doit identifier aussi le nom du partage réseau qui est différent un peu de la norme de ce qu'on a l'habitude de voir dans un PS exec. Et c'est notamment ce qu'on avait dit au début. On avait trouvé un certain partage réseau qui s'appelle IPC dollar. Je vais refiltrer également ici. Et on peut le voir. Alors, où est-ce qu'il est déjà? Voilà, celui-là. IPC dollar. Il s'agit d'un comportement qui déroge un peu à la norme et donc on peut supposer que c'est ça. Et de ce fait-là, derrière, on va, pour ne pas trop s'attarder sur la présentation, en cherchant un peu plus, on trouvera qu'il y a une autre machine. D'ailleurs, c'est la troisième adresse IP qu'on avait vue, la 131, qu'on n'a pas encore vue jusqu'à maintenant ici dans l'analyse qu'on a fait, et sur laquelle on voit monter l'IPC dollar, et sur laquelle on voit également l'exécution de PS exec. Toutes ces analyses-là, l'objectif derrière, c'est de permettre à un analyste SOC d'identifier l'étendue de l'attaque. Parce que l'IDS nous a alerté de la compromission d'une certaine machine ou de deux machines initialement, mais n'a pas permis aussi de suivre l'enchaînement qui s'est déclenché par la suite pour aller compromettre d'autres machines. Et cette analyse nous permet d'identifier l'étendue et d'être capable par la suite de répondre, faire ce qu'on appelle le confinement, confiner les équipements qui sont atteints et derrière de procéder au nettoyage nécessaire et à la remédiation complète pour sortir de l'état, on va dire, de réponse à incident et revenir à la normale. Je Voilà crois que en c'est gros. très très clair, même en n'étant pas analyste en cyber security, je crois que il y a une certaine logique dans votre travail. On peut comprendre, en fait, en comprenant ça, je crois que c'est plus simple de comprendre quelle est l'importance d'un consultant analyste en cyber security, comment ça fonctionne et à quoi le travail consiste. Mais la démonstration elle me paraît très très claire. Et je crois que c'est le cas pour tout le monde, hein. Je crois qu'il y a pas mal de personnes aussi qui te remercient pour cette Merci à vous. démonstration-là et pour le partage d'informations. Sincèrement, c'était très, très, très riche en termes d'informations et de connaissances. Je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport
par rapport à la présentation ou est-ce qu'on a des questions, des questions en fait pour clôturer la session, hein? Euh, alors, je crois qu'il y avait une question déjà par Camara qui dit quelle est la différence entre la sécurité organisationnelle pardon, et opérationnelle pour une carrière en cybersecurity? Alors, différence entre sécurité organisationnelle et versus Opérationnelle. opérationnelle. Ouais. Bon, je peux dire que l'une est dépendante de l'autre et vice-versa et inversement. Parce que le fait d'être dans l'opérationnel, c'est de décliner des politiques, c'est d'appliquer des procédures et d'être en mesure de répondre à des besoins aussi de conformité et de compliance. Cela se fait par le biais de la sécurité opérationnelle. Donc, si on veut vraiment, on va dire, présenter un peu la structure d'un dispositif sécurité comme il faut, c'est l'organisationnel qui décline des standards et les bonnes pratiques et les politiques, et l'opérationnel qui est là pour les implémenter, pour assurer leur bonne exécution et derrière, bien sûr, être le Je plus... crois l'opérationnel, c'est ce que tu viens de faire, en fait. Exactement, tout à fait. Voilà, L'opérationnel, c'est ce qu'on c'est vient ce qu'on de vient de voir, tout faire, à fait. bien sûr. D'accord. Alors, si on est plus technique, plus analyse, il faut se pencher sur une carrière plus technique, plus opérationnelle. Si Mhm. on est dans la gouvernance et dans les process et autres, il faut partir sur une carrière organisationnelle, tout Tout simplement. à fait, tout à fait. Voilà. Comment on Euh, peut évoluer de l'opérationnel à À l'organisationnel? l'organisationnel, oui, oui, Exactement. oui, 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 oui. C'est parfait, c'est très clair. Je crois que toutes les réponses étaient très claires. Les amis, alors on prend une, deux questions avant de clôturer la session, hein. Alors, en tant que débutant, par où faut-il commencer si l'on souhaite devenir analyste en cybersécurité? Je crois qu'on a déjà répondu à ça, mais je te laisse quand même euh, répondre à cette question. Effectivement, en tant que débutant, je ne sais Débutant. pas, en tant que débutant dans la carrière carrément, junior, sorti d'école éventuellement, ou en tant que débutant dans la partie cybersécurité. Alors, je vais répondre peut-être aux deux variantes de la question. En tant que débutant, moi, de mon côté, je penche toujours, et dans le cadre également de mes fonctions précédentes où j'avais eu à manager une équipe SOC également, mon conseil principalement aux jeunes diplômés qui sont sortis d'école, c'est de s'imprégner un peu de l'opérationnel, du technique, de comprendre un peu les fondements et les bases et de vraiment avoir des connaissances à ce propos-là avant d'opter pour autre chose. Donc, pour un début, pour moi, en matière de cybersécurité, les fonctions qui me semblent les plus pertinentes et adaptées, c'est le SOC analyste éventuellement, c'est l'administrateur sécurité réseau, voire aussi un consultant. Aussi, après, bien sûr, un consultant, c'est l'apprentissage Plusieurs années quand même à d'apprentissage. plusieurs années exactement, mais on voit pas mal de sociétés qui recrutent des consultants juniors, qu'ils forment eux-mêmes, qui leur inculquent un peu les bonnes pratiques et ainsi de suite. Mais personnellement, je trouve que un bon consultant est toujours quelqu'un qui a un background technique, qui s'y connaît vraiment et qui maîtrise un peu cela pour pouvoir ainsi s'intituler consultant. Alors, juste pour diriger la question ou pour la cerner, il dit avoir deux certifications sur Firewall, par exemple. Mhm. Ou, voilà. Il veut passer comme un consultant en Oui, bien sûr. cybersécurité. Je crois qu'on était sur la partie. Voilà, comme j'ai dit. Comme j'ai dit, Ouais. alors pour un début, c'est déjà pas mal. C'est déjà un début parce que là, être admin de la sécurité réseau, de la partie sécurité réseau, ce que je vois ici en ayant deux certifications sur des technologies firewall, ça constitue déjà un très bon début. Un très bon Parce que, début. voilà, parce que Ouais. derrière, on peut développer cela en allant vers éventuellement du SOC ou peut-être même du consulting et ainsi de suite. Camara, je crois que tu veux parler directement. Vas-y, hein, ne te gêne pas, tu peux. Ah, ok, bon, je voulais rebondir sur la même question. Bon, comme nous le constatons de nos jours, sur beaucoup de profils, on parle de consultants, experts cybersécurité. Je voulais savoir, est-ce que avoir une à deux certifications genre sur un firewall fait de nous un consultant ou un expert cybersécurité? Euh,
avant que tu répondes, en fait, ça, c'est une question générale déjà, hein. Ça ne Oui, concerne pas que la cybersécurité. Alors, on peut mettre sur LinkedIn ce qu'on veut pour information. Il n'y a personne, il n'y a pas de policier qui va vérifier. D'accord? Maintenant, la réalité, c'est autre chose. Quand on parle d'un quelqu'un consultant, c'est quelqu'un qui a un minimum 10 ans d'expérience dans le domaine. D'accord? Il ne faut pas se focaliser sur ce que les gens mettent parce que entre ce qu'on met sur Internet et la réalité, bien sûr, il y a sûrement une grande différence. clairement. Du coup, maintenant, la procédure, je laisse à moi d'y répondre. Oui, oui, clairement. Après, pour répondre à la question telle qu'elle est posée. Donc, déjà, je commence par ce qu'a évoqué à l'instant même Nabil. Je pense que il faut vraiment avoir plusieurs années, effectivement, d'expérience et avoir pratiqué dans plusieurs domaines de ce que j'avais déjà évoqué dans la présentation au début. C'est-à-dire avoir fait un peu de la sécurité réseau, avoir fait un peu de la sécurité applicative, connaître un peu la sécurité de la donnée, avoir touché un peu à plusieurs aspects et connaître quels sont les enjeux globaux de ce que c'est que la sécurité, de la sécurité des entreprises. C'est comme ça qu'on peut derrière prétendre être consultant. Parce que pour moi, être consultant, c'est aussi avoir une vue exhaustive, englober un peu tout l'écosystème, les enjeux et les risques auxquels on fait face pour pouvoir répondre euh, comme il faut aux risques et aux menaces auxquelles on fait face. Donc, de ce fait-là, C'est très clair, hein? Très voilà, on peut clair. être soit dédié, spécialisé. Pour moi, c'est être aussi dans une seule pratique, mais également toucher à tout. Et à ce moment-là, bien sûr, pouvoir développer un peu plus la carrière. Je crois que il n'y a personne qui pourrait donner une réponse plus complète que ça. Je crois que la réponse, elle est très claire. Alors, on prend une dernière question avant de clôturer. S'il y a une dernière question, oui, alors voilà, merci Camara. Du coup, merci les amis voilà, pour le compliment. Alors, on va faire quand même, comme d'habitude, une petite enquête sur le groupe Facebook. Alors, si vous pouvez juste noter euh, bien sûr, est-ce que ça a été intéressant? Je crois que c'était intéressant pour tout le monde, hein. Même pour moi, je trouve que c'était très riche en termes d'informations. Je te remercie infiniment, Mourad, pour le temps, pour l'engagement. Pour les personnes qui souhaitent vraiment avancer dans leur carrière, comme j'ai dit, sachez que Mourad, il propose carrément complètement une formation sur CompTIA Security Plus. Alors, s'il y a une personne intéressée à joindre le groupe, hein, bien sûr, vous pouvez me contacter. Et, je pourrais vous donner, bon, on n'a pas encore prévu de date, mais il y aura une formation. Alors, c'est juste pour information, hein. Ça n'a rien à voir avec le workshop. Le workshop, c'était l'idée pour vous montrer et vous donner, bien sûr, vous expliquer quelles sont les techniques utilisées dans la cybersecurity de défense surtout. Dans tous les cas, je vous remercie pour les personnes qui sont à 1 heure du matin ou à 12h30 ou autre. Je vous Désolé remercie pour pour, ça. voilà, oui, bon, c'est le ramadan, on n'en peut pas, on peut rien en fait, on peut rien y faire, hein, parce que voilà. Il y a Tarawih, il y a beaucoup de choses, il y a la prière, il y a beaucoup de choses à faire. Du coup, je vous remercie pour votre temps, je vous remercie infiniment, Mohamed. Euh, alors, pour me contacter, je vous laisserai mon numéro pour les personnes qui sont intéressées. Vous savez quoi? Alors, sur la fiche, vous allez trouver, il y a un numéro de téléphone WhatsApp. Vous envoyez un message, hein, la fiche qu'on a sur le groupe, je vais l'ajouter ici quand même. Euh, L'affiche sur le groupe, voilà, sur l'affiche du groupe, il y a un numéro WhatsApp de Training for Less. Vous pouvez juste envoyer un WhatsApp et on va sûrement vous recontacter. D'accord? Sinon, on est sur le groupe, on est sur Facebook. Tu es avec nous, Dia, sur le groupe Facebook, African IT Community? C'est, Non, c'est- non, je ne suis pas sur le groupe, Ah bon? malheureusement. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Alors, il y a un groupe sur Facebook, d'ailleurs, c'est par là on a commencé à lancer ces formations. Le groupe D'accord, Facebook, il s'appelle African IT Community. Voilà. d'accord, Alors, je vous écris ça, comme ça, ce serait plus simple. Un d'accord, instant. d'accord, tout à fait, Pour allez-y. les personnes qui ne sont pas dans... Ouais. C'est un groupe qui contient voilà,
des ingénieurs, des personnes qui sont Hmm. intéressées par l'IT et on Mhm. délivre pas mal de workshops, de formations pour les jeunes gratuitement, comme ça, comme des Hmm. formations approfondies. Alors, African IT Community, tu vas trouver les formations qu'on a déjà fait et même on affiche les prochaines dates, c'est-à-dire les D'accord. prochaines sessions avec les liens Zoom et tout. Ben, il faut Mhm. juste nous joindre sur le groupe. Et n'hésite D'accord. pas à partager avec tout le monde. Comme je dis, c'est des D'accord. sessions ouvertes pour tout le monde. Voilà. Ne vous À tout- inquiétez pas. Merci beaucoup, je voulais. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous, Merci merci à vous. beaucoup. Et je vous Merci, au souhaite de revoir. passer une très très bonne soirée et bonne nuit à tout le monde. Merci encore une fois, Mohamed. Je te remercie infiniment pour ton Merci travail. à vous tous. Allez, bon courage. Merci Salut. beaucoup. Bonne soirée. Je partagerai avec vous la session sur le groupe, hein, d'accord? Pour les personnes qui souhaitent revoir ou partager. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Allez, bonne soirée.